Bonsoir à tous, un grand plaisir d'être ce soir avec des passionnés de tous les sujets dont nous allons parler ce soir, avec une relation plus ou moins proche à l'amour, et puis la passion également de tous les conférenciers qui m'ont précédé, j'ai eu beaucoup de plaisir à les entendre, et la passion également de ceux qui vont suivre dans un petit moment. Ravi d'être en tout cas avec vous, un petit peu plus de monde que ce matin quand on a fait les répétitions. Et c'est amusant de voir que en fait, les places pour cette soirée se sont vendues encore plus vite que le nombre de minutes que nous avons à disposition. Je vois que le chrono tourne déjà, donc on ne va pas perdre de temps. Cette passion pour les cloches, comment est-ce qu'elle a pu naître chez toi, Mike? C'est la question qu'on me pose très souvent, parce que vous me connaissez peut-être si vous avez déjà eu l'occasion d'écouter Radio Fribourg. J'aime bien faire du bruit le matin à la radio, tous les matins entre 6h et 10h. Et le week-end, voilà, quand je ne suis pas à l'antenne, je fais du bruit avec mes cloches. Là, pour une petite diapositive d'introduction, j'en ai sélectionné une petite dizaine de ces photos, durant lesquelles je vais vous narrer un peu comment est née cette passion et comment je la vis encore aujourd'hui. Là, on me voit par exemple avec deux cloches qui étaient dans le clocher du temple de Dayan, dans le canton de Vaud, qui ont été méchamment endommagées. Parce qu'au lieu de se balancer, il y a eu des problèmes de moteur, elles sont parties en tournant, elles se sont heurtées les unes les autres, on aurait pu les envoyer à la casse. À la place de ça, il y a des artisans passionnants qu'on appelle des campanistes qui les ont réparées. Aujourd'hui, ces cloches sont donc comme neuves. Cette passion pour les cloches, elle m'a pris quand j'étais tout petit. Je l'ai vécue grâce à mes parents, à mon père qui m'a toujours beaucoup encouragé dans cette passion. Seulement quand je suis arrivé à l'âge de l'adolescence, vous savez comment sont les ados, les cloches, qu'est-ce qui te plaît là-dedans? La musique, le foot, c'est tellement mieux. Finalement, je l'ai un peu mise en veilleuse, cette passion. C'est comme ça qu'est née ma seconde passion qui est devenue aujourd'hui mon métier, c'est la radio. Et c'est seulement il y a, je dirais, une petite vingtaine d'années où est né ce formidable média qu'on appelle Internet, sur lequel on crache très souvent, mais qui permet quand même des fois de mettre des gens en réseau qui ont la même passion, surtout quand la passion n'est pas très répandue. Et aujourd'hui, je me suis tissé un beau groupe d'amis avec lesquels je fais très souvent des découvertes. On voyage à l'étranger, on s'invite les uns les autres, et maintenant la passion est belle comme elle ne l'a jamais été. La passion, elle est véritablement née ici, je crois. Là, vous avez un édifice relativement moderne, c'est le temple de Fontenay à Yverdon-les-Bains. J'ai grandi dans ce quartier, et mes parents me racontent encore aujourd'hui, moi j'ai un peu oublié tout ça, parce que je devais avoir 3 ou 4 ans, ils m'ont dit quand on te promenait dans ta poussette devant cette église, les cloches se mettaient à sonner, plutôt que de pleurer, parce que c'est quand même assez sonore. Toi, tu avais l'air très intéressé, tu tendais la main comme pour les attraper, un peu comme ces jouets éducatifs qu'on voit des fois dans les pubs à la télé, ou peut-être que les parents connaissent, il y a certainement des parents qui ont dû acheter ça à leurs enfants. Et voilà, ça a été peut-être le déclencheur, je pense que ça a été le déclencheur quand j'étais tout petit. Et c'est amusant de constater que cette église, en fait, on aime ou on n'aime pas l'architecture moderne, c'est quand même assez aberrant au niveau de sa conception par rapport à l'acoustique, parce que vous avez 3 cloches qui sont dans un clocher comme ça. Il n'y a pas vraiment de caisse de résonance si on veut que l'acoustique soit parfaite. Et en plus, vous voyez, l'accès, en fait, ce qu'on appelle le parvis, se fait juste à côté des cloches. Quand ça sonne, on a environ 100 dB. C'est un peu plus que ce qui est autorisé aujourd'hui dans les concerts et dans les discothèques. Alors vous avez les fidèles, la plupart du temps relativement âgés. Ils se bouchent les oreilles. C'est peut-être pour ça qu'il y a de moins en moins de gens qui vont à l'église aujourd'hui. Mais voilà, je voulais quand même signaler ça. C'était une petite anecdote comme ça, on va dire technique au passage, pour montrer que c'est peut-être pas la meilleure construction qui a été faite pour que ces cloches sonne bien aujourd'hui, mais c'est quand même un clocher, on va dire, didactique, qui m'a permis de lancer ma passion, qui est toujours là aujourd'hui, et je tenais à la remercier, même si elle est partie depuis, une concierge, une sacristine absolument formidable, qui s'appelait Marie-Louise Massonnet, et qui a œuvré pendant 50 ans. 50 ans, elle était concierge sacristine de ce temple à Yverdon, et puis ça a été la première à me faire confiance, à me donner les clés à l'époque de la sacristie, et c'est moi, j'étais tout fier, j'allais appuyer sur les boutons pour démarrer les 3 cloches pour les offices. Donc ça a été vraiment mon premier contact avec les cloches. Et le deuxième contact, parmi tant d'autres, ça a été celui-ci, toujours dans le nord vaudois, cette belle région qui m'a vu naître. C'est le temple de Baume, et là donc, vous pouvez le constater, on a un vrai clocher. Donc c'est la première fois que je montais des marches d'escalier, et c'est la première fois que je me retrouvais face à un bourdon, parce que là on ne le voit peut-être pas sur la photo, mais la cloche que nous avons à gauche, elle pèse un peu plus de 3 tonnes. Je pense que quand je suis monté dans ce clocher la première fois, je devais peser, j'étais moins lourd que maintenant, je devais peser à peu près 20 à 30 kilos. Je vous laisse imaginer un petit gosse qui monte en face qui se retrouve face à un monstre de bronze comme ça. Je me rappelle, j'étais à la fois fasciné, parce que je les voyais pour la première fois de si près, mais en même temps j'avais peur. J'ai fait des cauchemars après pendant des nuits entières,
où j'imaginais que j'étais en face de cette cloche et elle commençait à se balancer, puis moi, ouais, il fallait que je me sauve pour ne pas être écrasé contre les murs ou projeté à travers les baies du clocher en bas. Voilà, c'est des petits souvenirs d'enfance comme ça qui reviennent. Et ça, je le dois à mon papa, qu'une fois m'avait fait la surprise. Il avait pris contact avec le sacristain, il a dit ce serait possible d'avoir les clés parce que mon fils a envie d'aller voir. Et puis un jour, on est allé, parce qu'on allait très souvent les écouter, ces cloches. Et puis un jour, j'ai pu monter pour la première fois dans ce clocher. Voilà, ça c'est des souvenirs d'enfance. Et puis là, je voulais aussi remercier mon papa, qui malheureusement n'est pas là ce soir, mais grâce à qui j'ai pu vivre pleinement cette passion et qui m'a toujours encouragé. Alors que lui, il avait d'autres passions comme par exemple la paléontologie ou encore l'astronomie. Troisième étape de cette passion, là c'est la première fois que j'ai pu tirer une cloche à la corde. C'est peut-être de là que m'est venu le surnom de Quasimodo. Quasimodo, vous connaissez, le sonneur de Notre-Dame de Paris. La seule différence, c'est que lui, il a la bosse dans le dos, moi je l'ai sur le ventre. Mais on a un point commun, on a la bosse, et la bosse des cloches, voilà. Donc là, dans ce clocher de Peney-Villebeuf, on a deux cloches, on en a qui sont aujourd'hui encore sonnées à la corde, et ça devient quelque chose de plus en plus rare. On avait aussi à l'époque, quand j'étais enfant, le mouvement d'horloge que vous pouvez voir en haut à droite de la diapositive, qui malheureusement aujourd'hui ne fonctionne plus. Il a été remplacé par un système électronique, mais à l'époque, on avait l'employé communal qui montait toutes les semaines et qui donnait environ 100 tours de manivelle sur les deux poulies de l'horloge. Il fallait avoir des biscottos, c'était très 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 physique. En plus, il fallait monter dans le clocher parce que l'horloge, évidemment, n'est pas au rez-de-chaussée, autrement ça serait beaucoup trop facile. Et donc cette tour était autrefois le clocher d'une église romane qui datait du XIIIe siècle, église qui a été démolie au début du XIXe siècle. On a préféré en construire une neuve un petit peu plus loin, à Villebeuf, pour ceux qui connaissent la région. Par contre, alors ça c'est une bonne chose, les deux cloches historiques existent toujours. Elles ont été coulées toutes les deux en 1477, elles ont toute une histoire, parce que les cloches ne sont pas que des objets. C'est pour ça que je les apprécie peut-être, parce qu'il y a toujours des histoires et des destins qui viennent s'entremêler. Ces cloches existaient avant 1476. En 1476, on a eu la fameuse bataille de Grandson, qui a vu la victoire, des Confédérés sur l'armée de Charles le Téméraire. Et après, donc on a réquisitionné les cloches parce qu'on avait besoin du bronze pour faire des canons. À l'époque, les canons étaient en bronze. Et après la bataille, qui a été gagnée, on le rappelle, les cloches sont redevenues des cloches. Le bronze est redevenu des cloches. Et on a toujours ces deux cloches qui, malheureusement, aujourd'hui sonnent très rarement. Parce qu'à l'époque, quand j'étais monté là-bas, donc c'était dans les années 1970, vous voyez que je masque mon âge, je dis juste que ça se passait dans les années 1970. À l'époque, ces cloches sonnaient tous les jours à midi. On avait un employé communal qu'on appelait un marguillier qui était chargé de tirer sur la corde. Aujourd'hui, malheureusement, elles sonnent 1 à 2 fois par an quand il y a des cultes en plein air devant cette tour de l'horloge. Ça, c'est une cloche qui m'a toujours interpellé. Quand j'étais petit, j'avais ma famille du côté de ma maman qui habitait Soleure. Nous, on habitait Yverdon, donc à l'époque, on n'avait pas l'autoroute, on prenait la route qui longeait le pied du Jura, c'est très joli. Il y a des bons vignobles d'ailleurs, par rapport à ce qui s'est dit tout à l'heure. Et cette cloche m'a toujours interpellé, je me suis dit, mais c'est triste, qu'est-ce qu'elle fait là, accrochée au bord de la route? En plus, elle ne ressemble pas à toutes les cloches que j'ai vues jusqu'à présent. Les autres sont en bronze, elles prennent de la patine, un peu comme les statues que vous avez dans les jardins publics, quand les pigeons, bien sûr, ne les recouvrent pas de leur déjection. Et cette cloche, je me disais, on dirait qu'elle est en acier, qu'est-ce que c'est exactement? Et j'ai appris seulement beaucoup plus tard qu'on a, pendant une certaine période, coulé des cloches en acier plutôt que du bronze. Parce qu'avec tous ces nombreux conflits qu'on a eus en Europe, par exemple la guerre franco-prussienne de 1870, la guerre 14-18, la guerre 39-45, à l'époque on réquisitionnait à nouveau le bronze, mais non plus pour faire des canons, mais pour en extraire le cuivre, qui allait par la suite devenir des douilles pour les cartouches et les obus. Donc quelques fabricants un peu plus malins que les autres se sont dit, on va proposer des cloches en acier, comme ça elles au moins ne seront pas réquisitionnées. En plus, elles sont un tout petit peu moins chères à l'achat. Par contre, au bout de quelques années, l'état est plutôt pitoyable et puis la résonance de l'acier est loin d'être aussi bonne que du bronze. Si une fois vous passez à Courtepin pendant que l'église sonne, vous entendrez que vous avez des cloches qui sont certes très intéressantes, mais pas de très bonne qualité. Ce sont aussi des cloches en acier, comme celle-ci qui a, à mon avis, bien mérité sa retraite. On va passer à quelque chose peut-être d'un peu plus marquant pour ceux qui habitent en ville de Fribourg, qui se promènent des fois le soir, les noctambules autour de la cathédrale Saint-Nicolas. Nous avons une cloche qui a été coulée, je vous laisse voir la date, 1367. Et cette cloche sonne encore tous les soirs, le couvre-feu, à 22h15. Ça fait partie inhérente vraiment de la culture, de la tradition de la ville. Alors quand on parle de couvre-feu, on ne pense pas au couvre-feu guerrier, on parle de couvre-feu à l'époque, au Moyen-Âge, où les villes étaient construites pour la plupart en bois, et où un incendie, forcément, dans toutes ces maisons mitoyennes aurait été un véritable désastre. Malheureusement, il y a beaucoup de villes à l'époque qui ont
qui ont été détruites par des incendies, pas seulement Londres. Hein. Justement, pour empêcher ce genre de drame, on a instauré la sonnerie du couvre-feu. Et c'était pour dire, là, il fallait vraiment étymologiquement, quel mot difficile, il fallait couvrir les feux, il fallait éteindre tout ce qui était foyer pour éviter justement des incendies. Puis voilà, même si aujourd'hui ça n'a plus vraiment lieu d'être, la tradition est heureusement demeurée. Et cette cloche sonne tous les soirs encore à 22h15. Je vous laisse imaginer tout ce qui a changé en ville de Fribourg. Même la cathédrale n'était pas la même à l'époque. Les générations se sont succédées. Mais la cloche est toujours là, elle a la même voix qu'à l'origine. Peut-être qu'elle sonne même mieux encore aujourd'hui parce qu'on lui a mis un équipement, on lui a mis un battant qui permet de l'aménager. Le but est qu'elle continue encore à charmer des générations sur des siècles et des siècles. Autre cathédrale, pas très loin de chez nous, la cathédrale de Berne. Enfin, cathédrale étant un abus de langage parce qu'en fait c'est plutôt une collégiale, ça n'a jamais été une collégiale. Là c'était juste pour vous montrer le plus grand bourdon que nous avons en Suisse. Moi je suis en photo à côté, hein. Je suis tout petit. Alors que, bon, vous voyez, j'ai plutôt un gabarit imposant. Mais je vous laisse imaginer la taille d'une cloche comme ça qui pèse 10 tonnes, presque 10 tonnes, 9800 kg. C'est aussi une très belle pièce historique, elle a été coulée en 1611. Et elle sonne encore toujours aujourd'hui. C'est la plus grande de Suisse. Le bourdon de la cathédrale de Fribourg ne fait que, entre guillemets, 7 tonnes, on est tout petit. La plus grande cloche en volée d'Europe, donc cloche qui se balance véritablement, vient d'être coulée pour la cathédrale de Bucarest, elle pèse 26 tonnes, on est encore dans le plus grand. Et puis la plus grande cloche jamais coulée au monde ne sonne plus, vous avez peut-être déjà vu des photos, c'est la Tsar Kolokol, elle est déposée devant le Kremlin à Moscou, et elle pèse 200 tonnes. Voilà. Elle n'a jamais pu sonner malheureusement, parce que quand on l'a sortie de la fosse, quand on l'a démoulée, il y a un morceau qui est tombé, et aujourd'hui on a fait une chapelle dessous, c'est très insolite, voilà. Comme quoi on recycle tout, hein, on recycle tout. Je voulais m'attarder quelques instants sur les différentes parties de la cloche. Voilà, vous avez quelques termes techniques, mais vous avez peut-être des mots, je les ai mis spécialement en gras. Si je vous dis les oreilles, le cerveau, l'épaule, la robe, la panse, la lèvre inférieure, on est vraiment dans les parties, sinon de l'habillement, en tout cas de l'anatomie humaine, et on se rend compte vraiment qu'il y a une personnification autour de la cloche, et je pense que si on a baptisé au fil des siècles les cloches avec des termes comme ceux-ci, c'est qu'on se dit qu'il y a quand même une personnification et certainement un attachement à l'objet qu'est la cloche. Voilà, c'était la petite partie lexicale. Outre les clochers que j'ai l'occasion de visiter régulièrement et dans lesquels j'apprends toujours des choses à chacune de mes explorations, il y a aussi des événements comme ça qui marquent. Et ça, c'est un événement qui m'a beaucoup plu c'était il y a un mois à peu près. On a assisté à la montée d'une nouvelle cloche au Paquier, en Gruyère. Et là, on a vraiment hissé cette cloche à l'ancienne, hein, comme vous pouvez le constater. Vous avez des enfants qui tirent sur une corde. Et puis vous avez cette cloche qui monte un peu comme un téléphérique, avec un câble porteur qu'on peut voir, et puis un câble tracteur. On ne l'a pas hissé à la verticale, la topographie de l'église avec des avant-toits tout autour faisait que ce n'était malheureusement pas possible. L'entreprise qui était chargée de monter cette cloche, la maison Mekata Labro, spécialisée dans la restauration des clochers, l'entretien, a opté justement donc pour ce système de téléphérique, et on l'a fait à l'ancienne. Ce sont vraiment les enfants qui ont tiré sur la corde, et à mesure qu'ils tiraient sur la corde, on voyait cette cloche s'élever. Ça, je pense que ça a été un beau souvenir, ça va être un beau souvenir pour eux. Je me rappelle avoir assisté à une montée de cloche comme ça dans le canton de Lucerne, il y a bien des années. J'avais réussi à décrypter un petit peu le Schweizerdeutsch, et le curé avait dit à ses enfants, vous verrez, dans quelques années, vous serez des grands-pères et des grands-mères, vous serez au chevet de vos petits-enfants, vous leur raconterez des histoires pour qu'ils s'endorment le soir, et vous leur direz « Ah, tu entends l'Angélus ?» À l'époque, c'est moi qui avais monté cette cloche. Et je pense que ces enfants, ça va les marquer encore pendant quelques années. Et cette cloche a été coulée par la fonderie Corny à Var, qui se trouve dans l'ouest de la France, et c'est la fonderie qui a coulé les nouvelles cloches de Notre-Dame de Paris. Donc là, on a vraiment, à mon avis, gage de qualité. Je l'ai entendu lors de ses prestations d'essai, et c'était vraiment une cloche qui avait une belle voix. Toutes les montées des cloches, malheureusement, ne se passent pas toujours aussi bien. Aujourd'hui, on a vraiment les prescriptions de sécurité. Le petit bonhomme que vous voyez sur cette photo, mine de rien, il a failli se ramasser cette cloche sur la tête. Non, c'est véridique, c'est arrivé à Regensdorf en 1915, si je ne dis pas de bêtises. Et cette cloche était en train d'être hissée au clocher, les enfants étaient quasiment dessous. Et quand la cloche est arrivée près de son lieu de destination, la corde a cassé et la cloche s'est écrasée sur le sol. Les archives de la paroisse de Regensdorf racontent que c'est le sacristain qui a vu que la corde commençait à avoir des faiblesses, qui s'est jeté sur ce petit garçon, qui l'a violemment poussé, c'est presque un scénario de film, hein, et qui lui a évité de connaître une mort certaine.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on prend vraiment des prescriptions de sécurité, mais à l'époque, on faisait peut-être un petit peu moins attention. C'est marrant de voir ce petit bonhomme, il y a quelque chose d'attachant. Bon, déjà, la mode, comme on habillait les enfants à l'époque. Et voilà, je crois qu'il a vraiment eu chaud, hein, il n'y a pas d'autre mot. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui a dû le marquer pendant une bonne partie de son existence. Et puis voilà, aussi un événement auquel j'ai eu l'occasion d'assister 2 ou 3 fois, c'est véritablement la coulée d'une cloche. C'est toujours très impressionnant. Il faut savoir que le bain de métal que vous avez là, c'est 1200 degrés à peu près. Et j'ai eu l'occasion d'assister à une coulée notamment à la fonderie Paccard à Annecy. En Suisse, nous n'avons plus qu'une seule fonderie de cloches monumentale, elle se trouve à Haro. On a encore beaucoup de fondeurs de cloches de vache, ça heureusement c'est un artisanat qui a été bien conservé. Mais les cloches d'église, vu qu'on fait de moins en moins d'églises et de moins en moins de cloches, forcément que des fonderies ont pu fermer. J'avais l'occasion d'assister à la coulée du bourdon de l'abbaye de Saint-Maurice, qui est une cloche de 4 tonnes. Alors imaginez, pendant 4 à 5 minutes, vous avez ce métal en fusion qui coule en face de vous. Évidemment que les artisans de la fonderie, les maîtres fondeurs, ont des combinaisons en amiante. Autrefois, c'était des tabliers en cuir. Et puis quand vous êtes dans le public, vous sentez vraiment ce souffle d'air chaud. Et aujourd'hui, je garde une affection toute particulière pour le bourdon de l'abbaye de Saint-Maurice-en-Valais. J'ai pu assister à sa coulée, comme j'ai dit. J'ai pu assister à sa coulée, j'ai pu assister à sa montée. C'était fait par une grue, malheureusement, pas par les enfants, c'est bien dommage. Et puis j'ai pu appuyer sur le bouton de commande pour la première fois que la cloche s'est mise en branle. Donc forcément, chaque fois que je vais là-bas, j'ai un ami qui est carillonneur, j'assiste souvent à des concerts de carillon là-bas, je serai guide du patrimoine là-bas cet été. Chaque fois, c'est une cloche qui me fait quelque chose. Voilà, donc en 10 diapositives, comment est née cette passion un peu insolite pour les cloches. J'espère que la prochaine fois que vous passerez à côté d'un clocher, que vous entendrez sonner un angélus ou une messe, de préférence un événement heureux, parce que des fois les cloches rythment aussi les événements un peu moins heureux de notre vie. Vous les considérez peut-être un petit peu différemment que des simples objets de bronze. Et puis si vous avez envie de poursuivre la découverte du patrimoine campanaire fribourgeois ou ailleurs, je peux vous donner rendez-vous sur mon site internet, Quasimodo, sonneurdecloche.ch. Je fais régulièrement des visites, des visites guidées, et puis je propose régulièrement des reportages sur mon site. Voilà. Belle soirée à vous.